Alors bonjour à tous. Donc comment mieux commencer cette journée consacrée au temps autrement qu'en s'intéressant au début de la carrière et au début de nos parcours en tant que manager. Temps de l'espoir pour certains, temps des désillusions pour d'autres, temps de l'engagement pour tous en tout cas. C'est pourquoi j'appelle Camille Jacquard, responsable du collectif JMS du SMPS, qui a gentiment accepté de modérer cette table ronde. Ainsi que Madame Vanessa Fage-Morel, Madame Marie Caron, Madame Elsa Boubert et Madame Chloé Mendes. Bonjour à tous. À tous et à toutes. Donc effectivement, on va ouvrir cette table ronde sur un temps qui est assez spécifique, un temps assez marquant, qui est un sujet d'actualité pour certains, peut-être un peu plus ancien pour d'autres, donc le temps de la prise de poste. Mais peu importe la distance qui nous écarte de ce temps-là, c'est un temps généralement qui est marquant, sur lequel on a des souvenirs. C'est les temps du premier pas dans le costume, les premières réunions, le temps aussi où on dort sur le matelas dans le logement de fonction en attendant la livraison de son lit. Voilà, c'est ce temps dont on se souvient, dont on émaille les anecdotes et qui est toujours aussi vif pour la plupart d'entre nous. Donc c'est un temps parfois qu'on revit plusieurs fois. Je pense à nos collègues DS qui sont dans la salle, qui vont le revivre au moment où ils prennent leur poste de cadre, puis après quand ils reprennent leur poste de DS. Donc ce temps spécifique, pour en parler, je vous propose une table ronde avec une parité toute hospitalière. On va peut-être commencer par toi, Chloé. Bonjour et merci de m'accueillir autour de cette belle table ronde. Je suis Chloé Mendes et je suis actuellement élève directrice d'hôpital. Je suis en stage au CHU de Bordeaux, mais je suis aussi là en ma qualité de membre de l'association Fonction publique du 21e siècle, FP21, dont je vous reparlerai un petit peu plus longtemps par la suite, mais qui vise à mettre en place des procédures de mentorat, à accompagner les nouveaux membres de la fonction publique, qu'elles soient hospitalières, territoriales ou d'État, afin de faciliter les carrières, mais aussi de créer réellement des effets de corps au sein de nos belles fonctions publiques. Bonjour, Elsa Boubert, je suis responsable de la filière D3S à l'EHESP. Marie Caron, je suis directrice adjointe au CHU d'Angers, en charge de la direction de cabinet et d'un pôle de direction. Et j'interviens également à l'EHESP sur la coordination d'une semaine de spécialisation pour les collègues qui prennent leur premier poste sur des postes affaires générales et transversaux. Et Vanessa Fage-Morel, je suis directrice des ressources humaines de la PHP. Alors peut-être pour introduire concrètement le sujet de la prise de poste, c'est un sujet sur lequel le SMPS s'intéresse depuis plusieurs années. Il y a une enquête qui a été conduite en 2021 sur les conditions de prise de poste de l'ensemble des collègues, donc cadres, directeurs, ingénieurs. Et cette enquête avait révélé un certain nombre d'éléments. Alors oui, j'aime bien mettre les chiffres comme ça, tout le monde les a. Vous êtes-vous senti accueilli au moment de votre prise de poste? Alors, le point positif, il y a quand même 78% des répondants qui ont dit oui, mais il y en a quand même 22 qui se sont sentis un petit peu laissés pour compte. Il y a à la question sur l'accompagnement par le supérieur hiérarchique, c'est assez, c'est 50-50. 50% qui a des sentiments plutôt positifs sur ce sujet et 50% qui s'est senti un petit peu laissé pour compte. Et sur la dernière, que je ne vois pas, excusez-moi, sur la dernière question, c'est sur les difficultés dans la prise de poste. Avez-vous pensé à faire appel au syndicat? Ah oui, c'est pour ça que je n'ai pas voulu la voir. Il y a 78% qui répondent non. Donc, on a du boulot. C'est pour ça qu'on avait lancé le groupe Jeunes Managers et le réseau Jeunes Managers pour aussi accompagner au plus proche et en région. Et cette enquête avait aussi montré quelque chose d'assez interrogeant, en tout cas préoccupant pour nous tous. C'était la question de la projection. Donc, si on peut montrer les graphiques suivants. Hop.
Sur déjà les sentiments au moment de la prise de poste, on avait quand même 20% des collègues qui exprimaient des sentiments positifs sur le fait qu'ils étaient stimulés, mais aussi 20% qui se disaient anxieux. C'était les deux sentiments qui prédominaient. Et ensuite, on avait des projections on avait posé des questions sur comment vous vous projetez dans le métier et est-ce que vous vous projetez sur des mutations? Est-ce que vous vous projetez pour rester dans le corps? Et on avait plus de 22% des répondants qui disaient que 29%, pardon, qu'ils envisageaient une mutation à l'extérieur de la fonction publique hospitalière. Et dans les répondants, ces 29%, la plupart disaient dans moins de 2 ans. Donc c'était quand même un point qui nous a conduit à nous interroger. Donc peut-être pour rebondir sur ces éléments-là, on va poursuivre avec l'enquête de FP21 qui, elle, était sur toutes les fonctions publiques et donc qui peut appuyer ou nuancer certains de ces constats. Bon, du côté de FP21, pas de belles diapos, mais des belles idées qui se recoupent avec celle de cette enquête. Donc, c'était une enquête flash qui a été menée en mai-juin 2021 et qui visait les 3 versants donc, de la fonction publique. Elle est intitulée « Prise de poste primo-arrivant dans la fonction publique » et elle se concentre sur 4 aspects phares. Le premier est l'image de la structure et les postes qui vont être occupés par les primo-arrivants dans la fonction publique. Le second va être la qualité de l'accueil, que ce soit d'un point de vue quantitatif ou qualitatif. Dans un troisième temps, on se concentrait réellement sur le cadre de travail, puis sur la formation et les compétences qui étaient développées au sein de ces postes. Donc que ce soit les compétences attendues ou les compétences qui manquaient en fait lors de la prise de poste. Donc les principaux résultats se recoupent un petit peu avec ce que vous retrouvez dans cette enquête-ci. Donc le premier résultat, et qui est un résultat très positif aussi pour nous aujourd'hui dans la salle, c'est la fierté que ressentent 80% des personnes interrogées par cette enquête flash. Donc la fierté d'appartenir au service public, et 80% aussi des interrogés ont dit être vraiment impliqués dans les valeurs du service public. Ensuite, le deuxième résultat qui nous a vraiment sauté aux yeux va être au niveau de l'accueil. Donc, comme vous l'avez vu précédemment avec l'enquête faite ici au SMPS, 30% des personnes se sont senties un petit peu laissées de côté, ou en tout cas, il leur manquait des informations lors de leur prise de poste au niveau de l'accueil. Donc, 30% disaient aussi ne pas avoir une véritable vision claire de leur poste, donc une fiche de poste qui n'était pas assez complète selon eux. 33% n'avaient pas assez d'informations de façon globale sur la structure aussi. Et finalement, le troisième point que nous voulions aborder avec FP21 aujourd'hui, c'était cette notion d'accompagnement dans la prise de poste. En effet, 59% n'ont pas reçu d'accompagnement du tout dans leur prise de poste, alors même que pour 78% des sondés, ça aurait été un souhait, une volonté de pouvoir être accompagné, que ce soit dans un processus de mentorat comme première volonté, ou avec un réseau d'appui local comme seconde proposition. Alors peut-être pour faire écho à ça, Madame Fage-Morel, sur les retours sur les prises de poste et les conséquences que peuvent avoir ces points positifs, hein, parce qu'on parle quand même de stimuler, on parle de fierté, mais aussi les difficultés qu'on peut rencontrer concrètement sur le terrain. Sur la prise de poste, il y avait un certain nombre de dispositifs, je crois, qui existaient dans tous nos hôpitaux et qui ont été mis à mal par la crise sanitaire. Et du coup, on est en train, je crois, dans toutes nos structures, de remettre en place tout l'accompagnement à la prise de poste, des accompagnements qui ont pu exister, qu'on a laissé tomber pour tout un tas de raisons, hein, avec deux choses. Enfin, nous, on identifie à l'AP deux dispositifs. Le premier, enfin, vous le savez, hein, sur les 30 leviers, l'accompagnement à la prise de poste est essentiel pour le directeur général, et donc on a remis en place des process assez classiques, hein, d'accueil, d'intégration, de boîte à outils, et également truc tout bête, mais un agent qui arrive à l'AP, qu'il soit cadre ou pas cadre, doit avoir aujourd'hui son APH
qui lui permet de se connecter. On a tous, je pense, des souvenirs émus de se retrouver devant un ordinateur et d'attendre pendant 3 jours de pouvoir se connecter au réseau de l'hôpital. Donc on est vraiment 6 mois pour travailler là-dessus, mais on y arrive. Et donc pour nos cadres, c'est essentiel. C'est tout le repérage qu'on a fait en amont, la formation que l'on va faire avant qu'ils soient nommés cadres, l'école pour les cadres de santé, un concours pour les autres cadres, et c'est de leur donner des perspectives de carrière, réorganiser les concours régulièrement. Enfin, ça fait partie de l'accompagnement à la prise de poste. Pas juste la boîte à outils, mais de dire on vous attend, on organise tout notre appareil RH pour faciliter votre prise de poste. Un cadre qui est faisant fonction pendant 3 ans, et puis après, péniblement, on ouvre un concours. Puis derrière, on met 6 mois à le nommer. La prise de poste, indépendamment de tout ce qui a pu être fait dans son service, ça ne marche pas. Le cadre ne se sent pas accompagné. Donc ça, c'est pour notre encadrement. Donc c'est l'un de nos projets. C'est aussi tout le projet de formation d'accompagnement, les moments de co-développement que l'on peut mettre en place la première année qui suit la prise de fonction sur le cadre. On crée ces moments-là. Et pour les directeurs, plus spécifiquement, on a créé un dispositif qu'on a honteusement, on a pompé un peu le nom sur ce que fait l'école, on l'a appelé APHP+. On est en train de le déployer, on va le déployer à partir du mois de janvier, et en fait, il y a 4 directeurs expérimentés de l'APHP qui sont en soutien des directeurs statutaires et non statutaires, membres du CODIR, parce que les membres du CODIR, ça arrive également qu'ils soient en difficulté. C'est très compliqué d'aller voir soit son DG, soit sa DRH pour lui dire là, je patine. Donc c'est des directeurs avec des profils très diversifiés. Et au bout de 6 mois, il y aura un entretien qui sera proposé à tout nouveau directeur qui entre à l'AP, et il choisira parmi les 4 directeurs disponibles, il choisira celui qu'il souhaite rencontrer, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est un peu tous ces dispositifs-là qu'on est en train de déployer. Et l'accompagnement à la prise de poste, c'est pas juste tout est prêt le jour de votre arrivée, puis je vous revois dans un mois, et puis éventuellement j'ai un tuteur. C'est vraiment tout un écosystème où on redonne de la visibilité aux cadres sur leur métier, sur leurs perspectives, qu'on leur redonne du temps. Également, en créant parfois des postes de logisticiens, en permettant aux cadres de se recentrer sur leur métier, en les accompagnant dans la prise de compétences et en créant des moments de co-développement ou de coaching, des formules d'accompagnement très individualisées. Peut-être juste une question là-dessus. Est-ce que vous avez constaté une fidélisation de vos cadres ? On n'en perd plus. C'est bien. Ce qui est déjà pas mal. Et on sent des frémissements. J'ai pas encore réussi à l'objectiver, mais la machine faisant fonction cadre est en train de se remettre en route, avec là aussi des engagements très clairs sur les durées, sur l'accompagnement à la formation pendant cette période de faisant fonction. Là où on pêche encore un peu, c'est sur toutes les filières hors soins. En fait, on a vraiment redynamisé la filière soins pour les cadres. Et sur la filière hors soins, on n'a pas encore complètement formalisé l'accompagnement. Sur les directeurs, on n'a pas de difficulté majeure de recrutement, sauf comme tout le monde, je pense, sur les directeurs de soins, vous êtes les bienvenus dans la salle. Personne ne vole personne, on va rester dans un bon état d'esprit. Voilà. Mais c'est vrai que il y a la fidélisation, et puis il y a retrouver le goût de travailler à l'hôpital. Si on ne se le redonne pas en interne, je trouve que les médias nous traitent un peu mieux ces derniers mois. Il y a un peu moins d'hôpital bashing, mais c'est aussi en accompagnant nos cadres qu'on aura des prises de parole qui redeviendront fortes sur l'attractivité à l'hôpital. Alors peut-être pour faire un point côté EHESP, quels sont les ressentis déjà que peuvent avoir les élèves? Quelles sont les questions? Quelles seraient les attentes? Pour revenir un petit peu sur le constat. Alors, côté EHESP, on ne s'est pas focalisé, comme vos études, sur la période d'accueil au moment de la prise de poste, mais sur la période qui précède la prise de poste. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les formations dont ont besoin les élèves pour prendre correctement leur poste.
L'année dernière, en mai 2022, j'ai réalisé une journée avec 25 jeunes directeurs qui avaient pris leur poste en janvier 2021, donc 18 mois auparavant, autour de cette question des compétences acquises et des compétences manquantes au moment de la prise de poste. Pour cela, je leur ai demandé de recueillir ce qu'on appelle les situations emblématiques de la prise de poste, donc des situations récurrentes de leur prise de poste, soit très positives, soit au contraire plus frustrantes, plus complexes, sur lesquelles ils se questionnent plus. De ces situations emblématiques, ils ont analysé les compétences qui ont été mobilisées ou auraient dû être mobilisées pour répondre à ces situations et réaliser les activités professionnelles attendues d'eux sur cette année de prise de poste. Et ensuite, je leur ai demandé de cartographier, je les ai aidés à cartographier les compétences pour visualiser ce qu'on appelle des blocs de compétences et des compétences acquises et non acquises. Ce travail m'a permis de confirmer ce qu'on avait en intuition pédagogique. Lorsque l'on questionne les élèves à chaud, en cours de formation ou à la sortie de formation sur leurs besoins, ils nous répondent toujours de manière massive sur des besoins très techniques. Pourtant, notre intuition pédagogique n'était pas que le manque était un manque de formation technique à la sortie de l'école. Et cette journée d'atelier de mai 2022 l'a conforté très fortement. Puisque ce qui ressort, c'est que les compétences techniques sont largement acquises et qu'aucune situation professionnelle décrite par les élèves, y compris les situations complexes, n'était complexe parce qu'ils auraient pointé du doigt une fragilité technique. Au contraire, la complexité vient plutôt de compétences qu'on appelle soft skills ou habilités sociales. Donc on les a regroupées en 3 grandes catégories, des capacités à comprendre les dimensions psychologiques et émotionnelles des situations, gérer le stress, gérer les conflits, gérer les tensions, savoir faire face à des émotions de son équipe ou d'individus, d'agents qu'on reçoit, tels que la peur, la colère, le stress. Deuxième grand bloc, la capacité à s'adapter à un environnement à forte contrainte et à forte mutation. Donc ça, on en est tous conscients. Et troisième grand bloc, l'intelligence collective, donc capacité à fédérer, capacité à travailler en pluridisciplinaire, capacité à travailler avec des cultures professionnelles différentes de la sienne. Donc ça, c'est le constat. Cette journée est venue conforter cette intuition pédagogique, comme je vous le disais, que les compétences dont ont le plus besoin les élèves ne sont pas des compétences techniques à la prise de poste. Ils les ont déjà, elles sont largement étudiées à l'EHESP, mais de vraiment renforcer ces compétences dites soft skills et de les renforcer, y compris pendant la prise de poste. Donc effectivement, sur le constat, j'ai l'impression qu'on partage le fait que c'est surtout ce positionnement du début qui n'est pas facile à assimiler et qui, c'est très bien que le HSP du coup développe cette acquisition de compétences soft skills. Ça a l'air d'être partagé sur les 3 fonctions publiques. Peut-être parce que oui, on se rend bien compte que ces moments du début, ils nous marquent, donc ils peuvent avoir un ressenti sur notre carrière qui perdure. Donc peut-être pour enchaîner sur ce qui est mis en place au CHU d'Angers, justement, pour aussi accompagner le top management, donc l'encadrement directeur, qui parfois, par pudeur, prétend ne jamais avoir de problème, mais aime bien avoir une oreille le soir à 18h pour s'épancher. Donc merci. Oui, en effet, s'attarder un petit peu sur l'exemple angevin et sur le dispositif d'accompagnement à la prise de poste qu'on a mis en place depuis quelques années au sein de l'équipe de direction. Donc, ce qui peut vous intéresser, c'est que c'est un dispositif qui a pris un peu de temps, qui s'est construit de façon empirique, mais finalement dans lequel on retrouve déjà un certain nombre de bonnes pratiques qui ont été citées par les collègues, et puis qui, sans avoir bien sûr valeur d'exemple, peut aussi être mobilisé dans nos établissements. Peut-être vous préciser que l'équipe de direction au sein du CHU d'Angers, c'est un peu plus de 25 personnes, et qu'on a l'habitude de travailler au fonctionnement de l'équipe de direction. Que ce soit en termes de méthode de travail ou de relationnel au sein de l'équipe, on travaille régulièrement par des réunions, par des séminaires dédiés, ce fonctionnement-là. Donc on a déjà une attention particulière au fonctionnement et à l'efficacité d'équipe.
Je me suis livré un petit exercice là hier avant de venir, qui était de comptabiliser l'ensemble de nouveaux collègues qu'on avait intégrés ces 5 dernières années dans l'équipe. Donc je suis arrivée à un chiffre qui m'a moi-même étonnée, de 26 nouveaux collègues. Vous voyez, vous faites le calcul, à un taux de renouvellement de 100% de l'équipe en 5 ans, dont 6 EDH et un EDS. Vous imaginez qu'avec ce nombre de nouveaux collègues à intégrer, en fait, on a été obligé de travailler sur la sécurisation du fonctionnement d'équipe et la sécurisation de l'accueil, de la prise de poste et des premiers mois d'accompagnement de nos collègues, qui soient jeunes collègues démarrant dans la carrière ou non par ailleurs. Notre dynamique angevine, elle repose, à mon sens, sur 4 piliers. Donc le premier, c'est celui de l'amont de la prise de poste. Le deuxième, celui de la prise de poste. Le troisième, l'animation du collectif. Et enfin, l'informel. Donc assez rapidement pour peut-être vous apporter des éléments un peu plus détaillés. Les éléments de base incontournables, c'est forcément ceux qui visent à préparer une arrivée dans de bonnes conditions. Donc qu'elles soient des bonnes conditions logistiques, comme on a cité les choses, et qu'on n'ait pas besoin d'harceler la DSN pour avoir les droits d'accès au réseau le jour où le collègue arrive. Donc on a bien sûr travaillé sur une procédure de sécurisation assez large à cet effet. Je ne sais pas si j'ai besoin de revenir sur la question de la fiche de poste, de sa stabilité, de ses contours. Voilà, peut-être un peu, parce qu'en fait, on constate qu'on a encore des collègues qui arrivent dans des établissements avec des fiches de poste insécurisantes, à la fois pour eux et à la fois pour leurs collègues. Et en élément de base incontournable, je parlerai du climat institutionnel, c'est-à-dire dans quel climat institutionnel on arrive. Est-ce qu'on arrive dans un climat institutionnel avec des relations de travail de bonne qualité entre les différents corps de métier ou non, et comment l'établissement essaye d'y travailler en traitant les situations dysfonctionnelles lorsqu'elles arrivent. Voilà, tout ça est de nature à bien sûr préparer et permettre une prise de poste dans de bonnes conditions. Donc le deuxième pilier, celui de la prise de poste en elle-même, repose sur de la discipline. Donc une lettre de mission remise systématiquement aux collègues les premiers jours de leur arrivée, un rapport d'étonnement qui leur est aussi commandé à 6 mois et qui s'assortit d'une rencontre avec la directrice générale. Donc ça, c'est pour les éléments de base, et peut-être s'attarder sur le dispositif qui rejoint un petit peu celui de la PHP, même s'il est beaucoup moins formalisé. C'est un dispositif de tutorat qu'on a mis en place de façon systématique pour chaque nouvelle arrivée au sein de l'équipe de direction. Donc chaque nouvelle arrivée se voit confier à un parrain ou une marraine, plutôt un collègue avec qui il n'est pas en relation hiérarchique ou fonctionnelle directe, et qui a vocation à l'accompagner dans le fonctionnement, dans la connaissance du fonctionnement institutionnel, qui est qui de l'établissement, mais aussi à l'accompagner sur les soft skills dont on parlait, pouvoir lui faire des retours sur ses premiers positionnements, premières prises de parole, et être bien sûr une personne de confiance, la personne vers qui on va quand on a des premières difficultés, et donc un dispositif qui a vocation à durer 6 mois, mais qui peut ensuite se prolonger, et finalement on a des très bons retours sur ce dispositif au sein de l'équipe, avec des relations, des amitiés professionnelles et personnelles qui sont créées à cette occasion-là. Le troisième pilier, c'est celui du collectif, que j'avais déjà amorcé juste avant, c'est-à-dire qu'on anime un collectif de direction avec principalement deux grands axes, celui des repères. Donc les repères, c'est les modalités de coordination d'équipe qu'on anime et qui ont une traduction opérationnelle dans un ensemble de réunions, de séminaires au cours desquels on travaille, comme je vous le disais tout à l'heure, la méthode de travail au sein de l'équipe de direction et les relations au sein de l'équipe. Donc on travaille la gestion de projet en faisant de l'aviron. Vous voyez, ça c'est ce que nous sort l'IA de Bing quand on essaye d'illustrer notre séminaire de direction. On travaille des animations théâtrales et on se photographie ensuite après. Et derrière ces repères de coordination d'équipe, on a une valeur principale qui est rappelée régulièrement, martelée par notre directrice générale, c'est celle de la solidarité d'équipe. Et ces repères, ces valeurs sont sous-tendus par la dynamique d'amélioration continue. C'est-à-dire on remet toujours le métier sur l'ouvrage pour essayer de s'améliorer et y travailler de façon collective.
Voilà. Et puis pour terminer, parce que finalement cette recette angevine, c'est un tout qui n'est pas forcément réductible à l'ensemble de ses parties. Ce qui fait ciment, c'est vraiment le lien informel au sein de l'équipe de direction, le relationnel, la convivialité. Et que là aussi, comme les 3 autres piliers, finalement, c'est du temps et c'est de l'exigence. Et ça se travaille. Et donc, nous, nos bonnes pratiques pour ça, c'est aller déjeuner ensemble, ou en tout cas proposer aux collègues via une boucle WhatsApp d'aller déjeuner au self. C'est des temps informels différents des temps de travail de l'équipe de direction qu'on réalise. Donc là, vous voyez, on a fait notre apéritif de rentrée dans le jardin d'une collègue en bord de Loire en septembre. Et donc avoir conscience que finalement la prise de poste, l'accompagnement à la prise de poste, c'est aussi une responsabilité collective d'équipe et que c'est au-delà de la responsabilité individuelle ou managériale. On a chacun, en tant que membre d'un collectif de l'équipe de direction, sa part à prendre pour accompagner les collègues dans leur prise de poste. C'est super. Non, j'aime beaucoup le départ self avec la petite photo. Effectivement, je pense que ça illustre bien le fait que ce temps-là est un temps collectif. C'est pas une responsabilité de tuteur, c'est pas une responsabilité de supérieur hiérarchique, c'est une responsabilité d'équipe. Je vois ici dans la salle plusieurs collègues de repas. Donc effectivement, on sait que c'est un temps qui marque. C'est un temps où on peut poser nos questions qu'on a dans la journée. Donc c'est ces moments-là et c'est cette somme d'ingrédients qui finalement fait effectivement une fidélisation de nos managers sur le terrain. Il y a une idée qui a été beaucoup poussée quand on a préparé la table ronde, c'est aussi ce lien entre le temps de formation et le début de la prise de poste, où on me murmurait dans l'oreille régulièrement quand je parlais avec des collègues des 3S qu'ils avaient un dispositif non officiel mais très apprécié, où ils avaient un tuteur pendant leurs études et qui souvent continuait ce travail pendant la prise de poste, permettant de rassurer aussi en dehors du collectif, puisque parfois au sein de l'établissement, si ça se passe mal, c'est pas si simple de trouver des appuis. Oui, c'est un dispositif dont je comptais vous parler un peu plus tard dans la table ronde, donc, qui s'appelle le conseiller en parcours de formation, qui est une sorte de mentorat par un directeur qui est en poste, un des 3S en poste, en établissement, et qui va suivre un élève pendant toute sa formation, avec au minimum 5 entretiens qui viennent jalonner sa formation pendant les 24 mois de formation, sur des moments charnières, avant ou juste après les départs en stage, notamment pour faire le point sur les apprentissages de stage, ou au contraire pour l'aider à se projeter dans ses nouvelles missions de stage et sur la posture professionnelle à adapter. Et effectivement, ce mentorat, cet accompagnement se prolonge quasi systématiquement au moment de la prise de poste, avec un contact dans les 6 premiers mois de la prise de poste des élèves qui le désirent de leur CPF. De la même manière, sur les dispositifs informels, certains enseignants sont régulièrement contactés lors de la prise de poste, pendant les 6 premiers mois ou l'année de la prise de poste, sur des questions techniques et également sur des questions parfois de management des sujets techniques, parce que c'est pas tant, encore une fois, c'est pas tant la question technique qui va préoccuper nos jeunes collègues au moment de la prise de poste, que de cette mise en œuvre et de faire vivre les dimensions parfois techniques de nos métiers, mais par des outils managériaux. Donc cet accompagnement informel existe, et donc on voit bien qu'il y a une vraie demande d'accompagnement des jeunes collègues pendant les premiers mois et la première année de prise de poste. Donc je suis ravie d'entendre que certains établissements mettent en place même en interne des systèmes de mentorat un peu comparables pour continuer cette main tendue vers les jeunes collègues. Peut-être côté FP21, je sais qu'il y avait pas mal d'initiatives qui étaient poussées aussi pour étendre effectivement les réseaux en dehors de l'école, en dehors de l'établissement, parce que, comme on le dit, sur une situation en difficulté, il faut aussi se tourner vers la personne vers qui on a confiance, et parfois c'est un peu plus loin que le premier cercle. Donc... Exactement. Un des mantras d'FP21, ça va être l'importance de s'exprimer dans un contexte bienveillant. C'est vraiment une des valeurs qui est poussée au sein de l'association. Et donc cette valeur, elle va se développer, que ce soit de façon formelle ou informelle, de la même manière que dans la filière des 3S. Donc ce mentorat, il est aussi très riche dans la mesure où il va
entrelacer différents apports des différentes fonctions publiques. Donc vous pouvez avoir un mentor qui est de la même fonction publique que vous ou non, afin d'avoir par exemple des nouveaux exemples de management dans d'autres fonctions publiques, d'un déroulé de carrière, des perspectives différentes qui sont un réel apport pour le primo-arrivant dans la fonction publique. Donc ça, c'est pour la partie mentorat, mais il y a aussi une partie accompagnement que fait l'association. Donc cet accompagnement va être vraiment en mettant en relais le primo-arrivant avec des personnes ressources qui sont identifiées et identifiables au sein de l'association, avec des référents à échelle locale pour réellement avoir un ancrage sur le terrain, sur le territoire, mais aussi des mentors de façon un peu plus éloignée, par exemple dans des directions fonctionnelles que le primo-arrivant serait amené à occuper pour pouvoir se projeter justement dans sa carrière et avoir cette vision un peu plus long terme qui manque à certains primo-arrivants. Et pour faire un petit parallèle aussi avec ce que nous faisons actuellement avec la promotion Axel Kahn à l'EHESP, donc qui est la promotion des élèves directeurs d'hôpitaux, nous allons mettre en place un système un petit peu similaire à celui des D3S au niveau des mentorats, donc avec une idée de parrainage déjà à l'école entre les EDH2 et les EDH1 pour justement accompagner cette arrivée à l'école. Pourquoi pas proposer aussi des remises à niveau, un accompagnement au niveau aussi pédagogique, de l'offre pédagogique pour savoir comment s'orienter tout simplement au sein de l'école, mais aussi par la suite, lors de la prise de poste, avoir ce réseau dynamique. Donc vraiment, l'important pour FP21, c'est la liberté de parole, donc que ce soit dans un cadre formel ou informel, avec du compagnonnage et de l'entraide. Et je voulais aussi, sans être trop longue, faire une parenthèse sur un événement qui a eu lieu pas plus tard qu'hier, qui s'appelle Fil Directeur à l'EHESP. Donc peut-être que certains d'entre vous ont été contactés pour y participer, qui est donc un temps informel où plusieurs directeurs, que ce soit des directeurs d'ARS ou des directeurs adjoints, des DG au sein de CH et de CHU, vont rencontrer la promotion afin de partager justement de façon un peu plus générale des conseils, des expériences de vie, parfois des anecdotes un petit peu drôles ou un petit peu touchantes. Donc si jamais vous voulez venir participer à notre prochain fil directeur, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. C'est une main tendue aujourd'hui. Merci beaucoup. Je ne connaissais pas fil directeur, c'est chouette. Peut-être pour essayer de conclure sur ces éléments, donc on voit que c'est assez transversal, c'est assez large, que c'est forcément large puisqu'on est sur de l'acquisition de positionnement, de soft skills. Donc Elsa Boubert me glissait à l'oreille, et puis je pense qu'au niveau de la PHP, c'est aussi des choses qui sont poussées sur le plan de la formation, donc peut-être plus formalisées que le plat de pâtes au self, qui reste très important, quand même on l'a vu dans la recette. Sinon, il y a celui-ci qui fonctionne. Justement, le plan de formation des jeunes directeurs reste à construire, et c'est tout l'enjeu de notre quatuor APHP+, de travailler, parce que ça va être la première année où on va suivre les directeurs qui arrivent. Alors, on n'a pas que des jeunes directeurs, mais qui vont arriver à l'AP, et c'est surtout pour les jeunes directeurs en sortie d'école qui a besoin d'un accompagnement peut-être un peu plus resserré. Je suis assez surprise de certain nombre de jeunes collègues qui se trouvent en très grande difficulté dans les 2 premières années de leur exercice, en burn-out, ce qui veut dire qu'on les a pas accompagnés. Donc il faut vraiment qu'on... Alors c'est des gens... j'ai eu ces situations-là, c'est des gens qui venaient de l'extérieur, et en fait le passage se fait pas bien. Donc on va travailler justement à ce plan de formation, ce plan d'accompagnement pour jeunes directeurs, et des plans d'accompagnement, des plans de formation pour les moins jeunes, parce que les directeurs ont besoin d'avoir aussi des plans de formation, et c'est compliqué. C'est compliqué d'aller en formation. Alors la Dièse et la fonction publique organise justement, on est plutôt sur le CHESP talentueuse, on est sur des programmes qui sont interfonctions publiques, et c'est important. En revanche, je partage pas complètement ce que vous disiez sur le fait qu'il y avait des jeunes professionnels qui voulaient quitter la fonction publique hospitalière. Moi, j'incite à le faire parce que c'est très formateur. Alors, faut pas s'en aller parce qu'on fuit la fonction publique hospitalière,
mais partir dans une autre fonction publique, c'est vraiment plein d'apports professionnels, culturels, pour pouvoir revenir à l'hôpital après ou pas, mais avoir un cursus dans le public. Donc oui, sur la formalisation des plans de formation et sur l'accompagnement des jeunes directeurs à travailler. Et on se retournera peut-être vers l'école d'ailleurs avec Anne-Laure Chartriquet notamment pour voir si on doit comment on peut formaliser des cursus. Bon, je pense que là, on a commencé à faire le tour de la question. Donc, peut-être pour conclure et se résumer, on voit que c'est une... Je vais reprendre la recette angevine. Il y a vraiment beaucoup d'ingrédients sur cette prise de poste. Ça commence assez tôt, ça commence au niveau de l'EHESP. Il y a une forte composante de la formation initiale, mais ne pas oublier la formation continue, celle qui peut commencer assez tôt derrière la prise de poste. Dans les premiers mois, finalement, on a peut-être besoin de continuer à se former, pas forcément sur des compétences techniques, mais sur ses soft skills. Le besoin d'un accompagnement qui soit par plein de réseaux différents, plus ou moins proches, au sein de l'établissement, par le supérieur, mais aussi par des réseaux. On n'a pas cité le réseau de l'ADH qui fait aussi du parrainage, mais tous ces réseaux-là qui nous permettent de compléter la recette. Et peut-être quelques idées, effectivement, à pousser, à reprendre sur des temps plus formalisés pour l'accompagnement de cette prise de poste. En tout cas, je sais que certains vont prendre leur poste en janvier. J'espère que ce petit temps qu'on aura pris ici servira à accompagner leur temps de prise de poste. Et une fois encore, ce temps de prise de poste, il est pour tout le monde, pour tous ceux qui rentrent dans la fonction. Et ce n'est pas une question d'âge, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a des souvenirs complexes de prise de poste à partager ? C'est pas forcément une question, mais plus un témoignage. Moi, j'ai pris mes fonctions de chef d'établissement il y a quelques semaines et on échangeait en aparté sur le sujet. On a un vrai sujet aussi d'accompagnement assez fou à ces fonctions dans le cadre de la capacité à pouvoir aussi travailler avec d'autres collègues sur le territoire, d'essayer d'avoir les bons réflexes pour évidemment ne pas rater les premières semaines qui sont hyper importantes pour la relation de confiance qu'on peut établir sur la suite. Et je pense que de ce point de vue-là, les dispositifs de formation, et Vanessa le disait, qui sont proposés pour les directeurs adjoints comme pour les chefs d'établissement sont largement insuffisants. Moi, j'ai la chance d'avoir participé et d'entrer dans un club qui s'appelle un club APM, un club de l'association pour le progrès du management. Et c'est une ressource essentielle pour parler entre dirigeants, échanger sur des expériences, mais aussi avoir un apport d'expertise dans différents domaines, que ce soit de la géopolitique, de l'actualité sociétale ou des aspects plus managériaux ou de développement personnel. Et je pense que c'est une exigence que peut-être le SMPS puisse pousser ce type de logique, parce que derrière, c'est un enjeu pour faire grandir à la fois le directeur, parce que derrière, c'est la capacité à faire grandir aussi son hôpital, sa structure et les personnes qui sont autour de lui. Donc je pense que c'est essentiel de ne pas rester sur ses acquis de ce point de vue-là. Effectivement, c'est un point important et il y a un enjeu pour le manager et pour le manager dans cette affaire. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle ou d'autres remarques ? Louis, le micro est à toi. Ah pardon, il y avait une question. Clément, vas-y. Tout ce qui a été présenté ici, c'est assez remarquable. Et en fait, tout ce que vous avez indiqué, ça favorise le fait que les jeunes collègues prennent leur poste dans de bonnes conditions. Et malheureusement, il peut y avoir des situations où ça se passe pas très bien. Et donc, c'était juste pour redire que depuis 3 ans, le SMPS a mis en place des référents jeunes managers de santé dans toutes les régions et que les
collègues qui pourraient se trouver en difficulté sur leur prise de poste peuvent aussi faire appel, et je le dis parce qu'il y a le chiffre sur l'appel au syndicat qui a été indiqué, qui n'est pas très bon, mais c'était il y a 2 ans, donc on peut espérer que ça ait progressé depuis. Il ne faut pas hésiter à appeler les collègues du SMPS lorsqu'on a une difficulté, qu'on a besoin de conseils, et qu'on a besoin de conseils aussi de personnes qui sont extérieures à l'établissement. Tout ce qui est dit dans ces échanges est sous le sceau de la confidentialité, et donc c'est un réseau qui s'est quand même bien structuré ces 2-3 dernières années, avec des jeunes collègues qu'on a accompagnés, qu'on a aidés à structurer dans ce rôle de référent. Il ne faut pas hésiter à faire appel à eux, ils sont présents dans chaque région et sont aussi des jeunes professionnels, donc il y a un contact un peu de pair à pair générationnel qui permet aussi d'être accompagné par ce biais-là dans la prise de poste. Voilà. C'est aussi un autre outil à disposition des jeunes managers que le SMPS a mis en place. Merci Didier Renaud. Écoutez, je souhaitais saluer vos présentations et puis l'esprit qui est à l'œuvre dans vos équipes. Moi, je souhaiterais apporter mon témoignage. Bon, voilà, c'est surtout ne jamais s'isoler, jamais. Je crois qu'à un moment donné, voilà, nos fonctions nous mettent le nez dans le guidon en permanence. On peut s'accabler aussi, avoir des emplois du temps et des horaires au-delà du raisonnable. Et ça pousse aussi à l'isolement. Et donc, au sein des équipes, bien sûr. Pour les jeunes collègues, au niveau des promotions, garder des amitiés solides et fidèles, parce que ça, moi, je pu l'apprécier, je l'apprécie encore, c'est des réseaux de confiance où on peut tout se dire, et donc ça, il faut vraiment le cultiver. Et puis, au niveau des cercles professionnels, hein, tu parlais, Nicolas, des conditions de prise de poste, avec forcément des sujets qu'on a besoin de partager. Au niveau de la conf des DG, on est plusieurs DG à avoir pris là, récemment des fonctions à la tête de ces grands collectifs. Et clairement, la conf des DG, moi j'apprécie, j'en parle là aussi avec le collègue de Besançon qui est ici. On apprécie cette proximité, ce groupe, et donc ça permet là aussi d'échanger sur des sujets parfois aussi personnels, et de se réassurer, ou en tout cas de pouvoir rompre parfois cet isolement qui nous guette. Donc merci pour vos actions, et à tous les étages de nos métiers, on a besoin effectivement de ce genre de souffle. Merci. Stéphanie Dumont, moi je voulais faire un retour d'expérience puisqu'on accueille une élève directrice des 3S à partir du 1er janvier, et l'école a accepté qu'elle vienne faire une semaine de stage dans l'établissement. Et ça a créé des conditions de prise de poste très favorables, parce qu'en fait, ça lui permet de faire un maillage avec la personne qui part et de communiquer les dossiers, de replanter le poste dans son contexte. Donc je trouve que ça, il faudrait pouvoir le développer au niveau de l'école. En tout cas, elle était extrêmement satisfaite, et nous de même, parce que c'est vrai que quand il n'y a pas de tuilage, les dossiers ils restent dans un bureau. Et finalement, le nouvel arrivant, on ne sait pas si son regard va être attiré vers les dossiers qui sont dans le bureau, ce que vont lui raconter les personnes. Voilà, donc en tout cas, je pense que ça, c'est à développer. Pas d'autres questions ou remarques? Tu peux en faire une? Oui, pour terminer, j'avais une dernière remarque sur la prise de poste. Donc, on a vu qu'il y avait des expériences plus ou moins différentes aussi dans la salle. Vous devez avoir des souvenirs plus ou moins sympathiques, on va dire, sur cette accession à la prise de poste. Donc, à FP21, toujours avec l'enquête dont je vous parlais précédemment, on voit qu'il y a 17% des primo-arrivants qui ne vont pas choisir réellement l'endroit où ils se trouvent ou le poste lequel ils vont occuper. Donc, ça peut créer de la frustration, mais surtout du stress, selon notre étude. Et en ce moment, avec la promotion Axel Kahn, on est en plein dans repenser cette procédure d'affectation. On est en train d'élire nos DNA, donc c'est un peu DH centré peut-être pour cette amphi, mais il y a vraiment un enjeu, en tout cas pour nous, de repenser le rôle des DNA, donc qui sont les délégués nationaux d'affectation, en lien avec le CNG pour réellement connaître le périmètre de chacun et faciliter en fait la remontée et la remontée des postes et cette prise de poste, parce que aussi une bonne prise de poste, ça va être une prise de poste qui
qui est faite dans la sérénité. Et c'est ce pourquoi on cherche à œuvrer. Donc, on fera un rétex au CNG. Et si vous le souhaitez, on vous le communiquera aussi après notre prise de poste pour penser éventuellement des outils, une plateforme numérique de remontée ou des choses comme cela. Et nous sommes pour l'égalité des chances et des traitements et le respect de la procédure. Voilà. Catherine, une question ? Bonjour, Catherine Ladger. Non, mais ta remarque, Chloé, me fait penser à un point important quand tu dis 17% ne choisissent pas l'endroit où ils arrivent. C'est un point qu'on travaille beaucoup aussi avec les internes et avec les jeunes collègues. C'est-à-dire que les internes, en premier semestre, quand ils arrivent en CH dit périphérique, parfois, ils n'ont jamais quitté une ville universitaire. Parfois, ils n'ont pas le permis. Parfois, ils ne savent pas où ça se passe. Et pour les collègues dont on voit dans les rapports d'activité aussi du CNG, les origines géographiques, forcément, ils sortent d'un parcours universitaire pour le concours externe. C'est évidemment très différent sur le concours interne, très hétéroclite, mais pour les collègues du concours externe qui eux aussi sont restés plutôt dans des environnements métropolitains, la prise de poste en zone non métropolitaine est quelque chose d'important. Et je pense que toutes les expériences des collègues pour les insérer aussi dans leur vie de tous les jours, parce que c'est aussi la vie perso en plus de la vie pro, c'est-à-dire l'accompagnement pour dire concrètement où sont les lieux d'intérêt dans la ville, qui ils peuvent rencontrer, les amener auprès des élus pour faire des rencontres à l'hôtel de ville. Et pour les internes, c'est très important aussi pour la prise de poste, pour l'intérêt, pour l'attractivité du territoire. Et puis voilà, concrètement, où tu peux faire du sport, qui tu peux rencontrer, où est le supermarché, accessoirement aussi, parce qu'on parlait du self tout à l'heure, et en France, on aime bien manger, donc le resto, les bons restos, des choses très concrètes comme ça. Et c'est important d'y penser, je pense, pour que l'affectation se passe bien, et y compris pendant le stage aussi, pendant les stages, de faciliter ces aspects pratico-pratiques auxquels on ne pense pas forcément non plus, on pense surtout aux aptitudes professionnelles, mais ça fait partie aussi du bien-être au travail. Oui. Bonne remarque, Nicolas. Effectivement, on a une collègue qui a fait un guide d'accueil en Bourgogne-Franche-Comté avec toutes les visites à faire pour occuper ses premiers week-ends quand on n'a pas encore eu le temps d'étendre son réseau. Donc, c'est une initiative sympa. Vous pouvez la voir sur le site du SMPS. Depuis, on a tous planifié des week-ends en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie tous pour l'intervention et les questions. Merci à toutes.